Aujourd'hui, j'ai fait un point sur, ça fait longtemps, face caméra, depuis 1 an et demi. Et 1 an et demi, je vous ai dit que j'allais tout fourguer, tout vendre pour me mettre liquide, pour être opérationnel et profiter de la crise et des désordres monétaires qui arrivent. Alors, en 1 an et demi, j'ai commencé par traîner la patte. J'ai fait une vidéo, je crois que c'était en février ou mars 2018. C'était celle au Costa Rica, je me souviens, j'étais en t-shirt orange. Et donc depuis 1 an et demi, j'ai commencé par traîner la patte en 6-8 mois. Et puis je m'y suis mis parce que c'est vraiment relou de faire des opérations immobilières. C'est vraiment relou. Donc à ce jour, j'ai vendu 2 maisons. Je suis en due diligence actuellement qui va se terminer le 7 novembre. On est le 2 ou le 3. J'en ai bien chié d'ailleurs qu'un acheteur américain. Due diligence, ils ont essayé de me baiser la gueule chaque semaine en essayant de me faire descendre le prix et tout. C'était vraiment intense et chiant, mais j'ai tenu bon. Parce que j'estime que déjà mon prix était minimal. Et donc le marché du Costa Rica, là où je suis, c'est un marché très illiquide. Donc pour sortir rapidement 3 maisons, en fait c'est la 3e que je suis en train de vendre, il a fallu mettre des prix assez bas. Mais ma volonté c'est vraiment de me retrouver cash. Donc il me reste une grosse maison et j'avais aussi un terrain commercial sur lequel il y avait un problème de saisie, de foreclosure et un problème de notification, parce que la loi au Costa Rica est vraiment pénible. Alors mon risque est verrouillé parce que tous les mois je touche 2% d'intérêt, mais bon, malgré le fait de toucher 2% d'intérêt tous les mois, ce qui me fait quand même 2400 $ d'intérêt par mois, ça me convient pas. Je préfère attraper le terrain parce que le terrain est excellent et surtout la valeur a grimpé. Depuis, c'est un contrat qui remonte à 3 ans et sa valeur ayant grimpé, je veux absolument attraper le terrain en collatéral. Et donc c'est pour ça que j'ai initié en justice le foreclosure et j'en ai bien chié parce que la propriétaire s'est fait enfermer en prison aux US et que sa sœur, que je pourrais notifier, elle a tout plein de créanciers sur le cul. Donc ça a pris 1 an et demi. J'ai eu le cul bordé de nouilles, c'est que j'ai fini grâce à un avocat pour obtenir une information d'insider. Un bébé perroquet. Ouais, je sais pas si on le verra avec la caméra. Donc grâce à une information d'insider, j'ai réussi à apprendre que cette sœur mettait à l'école le matin et le soir pendant 5 minutes sa fille, et que donc si je délivrais un notaire au moment où elle amenait sa fille à l'école, je pouvais faire la notification et ensuite enclencher le process de foreclosure, ce qui a été fait il y a 1 mois je crois. Et je suis chanceux parce que tous les autres créanciers n'ont pas accès à cette information et donc sont encore dans la merde avec elle. Donc je vais pouvoir saisir mon terrain et le vendre. Alors pareil, c'est un terrain commercial qui vaut 250 000, 300 000 $. Et je vais péter le prix peut-être à, je sais pas, je vais essayer d'en avoir 225 juste pour moi. Parce que même s'il est plus liquide que mes maisons, je vais absolument sortir dans les 12 mois. Donc, je vais peut-être tenter à 250 000 et puis je descendrai à 225 000. Et donc j'ai aussi gagné mon procès contre les notaires, agents immobiliers et préfets d'Île-et-Vilaine après 10 ans de procédure en France pour mon studio. Donc j'ai gagné il y a 1 an, j'ai toujours pas l'argent, c'est beau la justice en France. On gagne. J'ai tout fait, cour d'état, machin, tout le bordel, cour de cassation, j'ai eu la totale, 10 ans. Mais bon, j'ai fini par gagner. Et donc le juge a estimé que vraiment effectivement j'avais subi un préjudice grosso modo, mais qu'en fait il ne me paierait pas le préjudice. Alors c'est la beauté de la justice en France. J'imagine qu'il y a de la franc-maçonnerie derrière tout ça, parce que évidemment quand on s'attaque aux notaires, aux préfets, aux agents immobiliers dans une petite province en plus comme la Bretagne, c'est vraiment une décision de justice complètement bizarre. Mais tant pis, j'ai essayé de se faire foutre parce que moi ce que je veux c'est faire récupérer mon oseille. Donc je me fais plomber 10 ans de non-investissement, d'inflation, etc. C'est un scandale, mais j'en ai branlé. D'abord les sommes sont petites et puis deuxièmement ça me permet de couper définitivement les liens avec la France. Et c'est ce que je souhaite. Je rappelle qu'à ce jour, ça fait 7 ans que j'ai pas mis les pieds en France et je compte pas les remettre d'ailleurs, sauf obligation extrême. Et donc voilà, donc j'ai également, et l'argent est prévu pour arriver en décembre, 1 an après la décision de justice. Il paraît que j'ai de la chance parce que
Parce que déjà, en France, c'est pas parce qu'on gagne un procès qu'on touche son argent. Donc, et plus jamais de procédure de justice. Je vous recommande vraiment pas de faire de la procédure. Tout le monde me l'avait dit, mais moi j'étais coincé. Mais c'est soit je perdais tout, soit je faisais une procédure. Mais c'est invraisemblable. La France, en termes de justice, je peux parler du Costa Rica, de ma procédure, mais la France dans le genre aussi. C'est vraiment n'importe quoi. Bref, donc tout ça mis bout à bout, je vais commencer à récupérer. Je pense qu'il y aura 1 million qui sera rentré d'ici fin décembre, tout compris. Je pense que la maison... Alors les maisons au Costa Rica, j'ai une chance, c'est pour ça que j'en profite pour tout vendre, c'est que le marché était complètement illiquide. Mais il y a eu un appel d'air parce que tout le monde faisant toujours n'importe quoi au même moment. Dans le bled où je suis en fait, tout le monde... je sais pas, ça la cote. Après 10 ans de trous, tout le monde veut habiter dans ce bled là. Donc évidemment j'en profite pour sortir. Ça se trouve dans 3 ans je rachèterai à 50% du prix que j'ai vendu mes maisons aux mecs qui vont se barrer, parce que c'est comme ça que ça marche tout le temps. Les gens sont complètement aberrants avec l'immobilier. Mais donc il y a eu un appel d'air, ils ont ramassé toutes les maisons entre 200 et 400 000, donc je suis tout seul avec des prix sur ce créneau là. Donc c'est pour ça que la dernière fois que j'ai mis en vente une maison est partie en 15 jours, dans un trou à rats au fin fond de la jungle du Costa Rica, il faut quand même le faire. Et donc je compte bien profiter de cette opportunité pour vraiment tout sortir. Je discute pas les prix. Et voilà, on me donne l'opportunité parce que sinon j'en prends encore pour 10 ans quoi. Donc vraiment, je suis plutôt confiant sur le fait qu'à la fin de l'année, il y aura 1 million, 1,2 million, 1,3 million qui sera rentré. Donc qu'est-ce que je fais de mon argent maintenant et de quoi les marchés en fait. Donc je pense toujours pas qu'il y aura une crise en 2020. Le seul risque qu'il peut y avoir, c'est ce qu'on a vu récemment, là il y a un mois, en septembre, le 19 septembre, il y a eu une petite alerte sur le marché du repo. En 2008, comme la crise a démarré avec le repo, c'est le taux monétaire au jour le jour auquel se prêtent les gros intervenants, type banque, assurance, multinationales, voilà. Donc les gens se prêtent de l'argent à 24-72 heures avec un taux d'intérêt au jour le jour. Et en fait, quand ce marché-là se grippe, c'est-à-dire qu'il y a un problème de confiance, typiquement dans les banques qui sont censées être en faillite, et voilà, et donc tout le monde a peur. Généralement, ce qui se passe, c'est que les gros players vont prêter leur argent à la Fed au lieu de le prêter entre intervenants. Donc du coup, les taux explosent à la hausse, et donc là, c'est la panique généralisée. Donc c'est ce qui s'est passé en 2008. C'est les premières secousses annonciatrices d'une crise. C'est ce qui a eu lieu en septembre. Donc tout le monde dit ça y est, ça arrive, ça arrive. On l'a fait, on a envoyé 60 milliards de dollars en QE immédiat, et puis ils ont injecté je sais pas combien de fric aussi sur les marchés pour calmer tout le monde. Bon, le taux du repo il est retombé bien plus bas qu'il n'était depuis 6 mois. Est-ce qu'il va y avoir une grande secousse ou pas ou quoi? Est-ce que ça va déclencher la crise généralisée? Moi je ne considère pas, peut-être à tort, comme un trigger, puisque les banques commerciales sont certes mal en point, mais le souci, c'est pas le souci général macroéconomique auquel on est confronté actuellement. Donc moi, mis bout à bout, je pense que les raisons qui vont déclencher la crise sont des raisons purement macroéconomiques, structurelles, parce que pour créer une grosse crise, il faut quand même de la structure, pas un petit pétard mouillé entre banques. Les banques centrales ont largement de quoi financer les banques commerciales qui sont mal en point. Donc mon pari, c'est qu'il n'y aura toujours pas de crise, donc je pense qu'on a encore facilement 1 an devant nous, si ce n'est pas 1 an et demi, avant que ça chie dans la colle grave, pour des raisons cette fois-ci structurelles, sauf certains phénomènes que je conserve encore une fois pour le compte des clients de la crise du siècle. Mais si ces phénomènes-là se mettent pas en route, on a facilement, se mettent pas en route tout de suite, ou se mettent en route lentement, on a facilement pour moi encore 1 an, 1 an et demi. Alors je sais bien que partout sur le net c'est la crise demain et que ça s'écroule et que ça va cracher sur les actions américaines. La vérité c'est qu'il y a 9 chances sur 10 pour qu'en 2020 on fasse des nouveaux plus hauts en masse sur les actions américaines, au risque d'emmerder tous les youtubeurs français, désolé. On a déjà fait les nouveaux plus hauts. Alors je me suis fait buter au début de l'année, parce que j'osais dire qu'on allait faire les nouveaux plus hauts cette année sur les actions américaines. Je me suis fait buter, comme je suis un mec qui connaît rien, je suis une bille, je préfère me fermer ma gueule. On écrivait sur mon email. Désolé, mais le Nasdaq il fait les nouveaux plus hauts, le SP500 fait les nouveaux plus hauts cette année, et ça risque de continuer. Donc les taux de pessimisme actuels sont gigantissimes. Bloomberg a un indice auprès des professionnels d'optimisme et de pessimiste. On est un record sur les 25 dernières années. Les gens n'ont jamais été aussi peu investis, n'ont jamais autant délaissé les actions. Le truc c'est que si on leur dit que voilà, il n'y a jamais eu de crise qui s'est déclenchée avec un taux de pessimisme extrême, ça n'arrive pas non plus. Je
je sais pas, bon bref, je m'occupe pas des autres, c'est pas mon problème. En tous les cas, moi je pense qu'on a encore un an et demi devant nous avant que les graves problèmes structurels démarrent. Donc ça décale, parce que je pensais que ça démarrait en 2020, mais ça ne démarrera pas en 2020 à mon avis. La situation actuelle, les indices macroéconomiques de toute façon ne peuvent pas enclencher une récession économique aux US avant un an. Il y a tous les indices macroéconomiques qui comptent vraiment, qui ont un véritable pouvoir prédictif, ils sont ouverts, mais vraiment ouverts. Donc on ne peut pas passer du vert au rouge en un trimestre, en une semaine comme on voit sur YouTube, en un mois, et on ne peut pas avoir de crash comme ça. Enfin, il va falloir beaucoup de temps, plusieurs trimestres probablement avant que ça s'enclenche. Donc ouais, bah, c'est cool, hein, ça m'arrange mes affaires, comme ça me donne un peu plus de temps pour sortir. Parce que j'ai derrière encore une maison au Costa Rica, plus un terrain qu'il va falloir que je construise probablement, parce qu'il y a trop de terrain et pas assez de maisons. Donc il va falloir que je reconstruise une dernière maison pour pouvoir vendre mon terrain et sortir complètement du Costa Rica. Ce que j'espère, c'est qu'en raison un an et demi, j'aurai plus en France, plus au Costa Rica, et que je serai concentré entre les marchés financiers aux US et puis ma vie à Panama. Vie à Panama dans lequel je compte acheter une ferme toujours. Il y a déjà 8 mois de déflation à cause du dollar fort. Alors c'est pareil ici, c'est tout le monde en train de rêver. Donc une devise forte crée toujours de la déflation, un impact déflationniste sur l'économie. Alors quand c'est les États-Unis, bah, ils peuvent encaisser, mais comme le Panama et le Costa Rica c'est des zones dollarisées, bah, ils n'encaissent pas, donc du coup ça fait de la déflation. Donc l'immobilier commence à baisser. Surtout les transactions sont gelées. Moi j'hésite à faire le gamin, à m'acheter une troisième bagnole, une Corvette. Il y a une Formule Sport et tout, un truc bien rouge comme il faut, truc de gamin, mais bon, je suis un gamin, donc tout le monde le sait, donc 500 chevaux et tout, machin, vraiment une voiture Playmobil, quoi. Et le mec, il a attaqué à 39 000, là, elle est à 35 000, moi je pense que... Et il n'arrive pas à la vendre, ça fait 6 mois. Toutes les transactions, en fait, je pense qu'ils vont encore attendre, et je vais aller le chauffer, je lui donne encore 4-6 mois, et je vais lui chauffer la gueule, avec un prix dégueulasse, mais bon, c'est partie du jeu. Mais toutes les transactions au Panama sont gelées du fait de la déflation. Et puis il y a des gens qui commencent à tomber un à un avec les traites de loyers à payer, ils n'ont pas de locataires. Les loyers ont baissé de 30%, et voilà, bon bref, c'est le jeu économique habituel. Donc je vais peut-être mettre des billes au Panama, ça reste quand même la meilleure économie de toute l'Amérique latine. Il faut savoir que le Costa Rica vous est vendu comme une belle saucisse en France. Là, le Costa Rica c'est super, la petite Suisse, le paradis vert, le premier pays qui balance pas de carbone dans l'atmosphère. Oh là là, bravo, bravo. Sauf qu'en fait, pour vous donner un ordre d'idée, le Costa Rica fait la moitié de la croissance du Panama au cours des 30 dernières années, source Merrill Lynch. Et donc en fait, le socialisme ça marche pas. Hein, ça marche toujours sur le papier dans les médias, on nous vend toujours que c'est génial, super, mais en fait la vérité c'est que ça marche que dalle dans la réalité. Et la vérité c'est que le Costa Rica aujourd'hui, sur 130 pays, il est 29e en partant du bas au niveau du Crime Index. La société au Costa Rica est en train de s'effondrer, il y a beaucoup de problèmes et on est en train de repartir dans la version pays émergent du tiers-monde et non pas en train de monter. Ça c'est arrêter les chiffres, c'est arrêter sur le terrain, c'est le chaos, ils font n'importe quoi avec des règles et tout. Vous me demandez pourquoi je me barre, mais parce que ça devient n'importe quoi. C'est pas on est en train de m'emmerder moi dans mon terrain, c'est tout le pays qui part en sucette. Et ce qui est fou, c'est que tous les gens se ruent dessus pour aller y habiter et les médias passent à côté de la réalité. Donc moi je vous dis, rendez-vous dans 4-5 ans au Costa Rica, mais je serais pas étonné si on pouvait racheter de l'immobilier au Costa Rica à 30, 40, 50% de la valeur qu'il est aujourd'hui. Parce que ça part en couille. Donc moi mon idée c'est quand même de sortir de Costa Rica et d'injecter investir un petit peu au Panama qui lui pour le coup est bien géré. Alors après tout le monde flippe, ça recommence, on a un produit qui je sais pas qui est même plus en boutique sur Objectif Eco dont la page de vente doit traîner je sais pas où et les gens arrêtent pas d'acheter ce truc, ça donc où mettre son argent quand on est liquide comme moi, tout va s'effondrer, etc., etc. Les banques vont faire faillite, on va tout perdre et tout, et voilà. Alors, je voudrais rappeler quand même une petite vérité première, c'est que si tout s'effondre, la question c'est pas de perdre son argent, puisque ce sera tellement de chaos dans la rue que la question ça va être de relier une bande organisée avec des flingues, du gros matos de guerre lourd, et on va tomber dans la guerre civile. Donc le fait de plus avoir de pognon, à mon avis c'est un peu secondaire, il va falloir plutôt être pro de la gâchette. Donc je partage pas la psychose actuelle si les banques européennes vous plaisent pas, partez ailleurs, hein. Je sais pas, vous avez Singapour, vous avez les États-Unis, vous avez un certain nombre de destinations pour mettre votre argent. Mais donc moi pour l'instant je fais fi de ce pessimisme extrême
Et donc oui, je vais mettre au moins 1 million d'euros, 1 million de dollars sur Interactive Brokers. Donc il y a un courtier, donc il nous propose en fait chez Interactive Brokers, quand vous avez 1 million ou même un peu plus, je crois 250 000 ça démarre, ça doit être 500 000, c'est un programme qui dit on peut dispatcher, ils ont une dizaine de dépositaires Interactive Brokers, et donc ils vous proposent de dispatcher par tranche de 150 ou 200 000 dollars. C'est $1 en fait, vous n'avez rien besoin de faire, mais c'est un programme qui envoie vos capitaux dans 5 dépositaires différents pour profiter de FIDIC, l'assurance, si un des dépositaires faisait faillite. Je m'en bats les couilles, je veux dire franchement, je n'ai pas souscrit à l'option, parce que si vraiment c'est la merde, sachant déjà qu'il n'y a pas de pognon aux US dans FIDIC pour comment dire, sauver plus d'une banque à la fois, bref, c'est une blague. Et puis, en plus je suis pas américain. Et enfin, je doute que la Fed dise ah ouais mais toi bah t'avais un pognon là, un pognon telle banque, pognon telle banque, telle banque, je vais te rembourser 5 fois la garantie parce que bah t'as respecté machin. Je suis pas très confiant dans ce genre de promesses, voilà. Je pense que le mec va dire bon bah toi c'est ton nom, il va me rembourser par nom, mais je les vois pas rembourser banque par banque quoi. Donc je trouve ça assez suspect. Donc je n'ai pas souscrit, j'ai mis 1 million, je fais du trading. Donc si vous avez vraiment peur, bah, l'idée c'est d'avoir votre argent cash en titres, par exemple des ETF monétaires, tout simplement parce que si une banque fait faillite, c'est le cash qui saute, mais les titres restent des titres et un titre reste la propriété d'un investisseur. Donc il suffit d'avoir des ETF monétaires pour être protégé, et même chez eBay il est tout à fait possible que je place mon cash en ETF monétaire et ça sert de couverture pour faire mes opérations de trading. Donc voilà, moi il faut rester un peu pragmatique, et puis en plus encore une fois, même avec une alerte du repo, même si ça partait en couille, d'abord on aurait le temps de le voir, hein, il suffit de regarder le repo tous les jours. Voilà. Bon, enfin moi je suis plutôt optimiste, encore une fois, horizon 12 mois, voire 18 mois, je reste optimiste. Je pense que la crise du siècle elle va se mettre en route plus tard. Par contre elle est vraiment inévitable, les décisions macroéconomiques qui ont été prises récemment, c'est inévitable, l'Europe ne va pas y couper. Par contre j'ai pas changé d'avis, c'est juste le timing, ça va prendre un peu plus de temps parce qu'il y avait différentes triggers capables de déclencher la crise et que maintenant il n'y en a plus qu'un, il est identifié. Donc on sait à peu près... que ça rechange bien sûr, il faille s'adapter, mais pour l'instant dans le scénario actuel, maintenant la situation est plutôt claire. Alors concernant le trading, certains le savent, d'autres pas, mais depuis donc 28 mois j'étais en carénage, j'étais au garage en train de me charcuter la gueule parce que je voulais m'affranchir d'un certain nombre de mécanismes émotionnels qui me finissaient par vraiment péter les burnes. J'ai soif de liberté en ce qui me concerne. J'ai pas soif, oui bon une petite corvette éventuellement, mais en fait j'ai rien à branler. Je pense que quand on a de l'argent, enfin du moins suffisamment pour subvenir à tout ce qui nous fait plaisir, et je pense que le plaisir doit être tenu en laisse en fait. C'est vraiment très important de dominer son envie de plaisir parce que ça mène nulle part. Et je pourrais vous montrer une vidéo de Dan, le mec qui a 44 millions de followers sur Instagram, qui a fait une interview récemment à London, je sais plus trop quoi là, je vous mettrai le lien, dans lequel le mec il a tout coché, hein, il a fait Navy Seals, c'est une charrue, il est beau, il vit avec 8 femmes en polygamie, il pèse 50 millions, il a flingué des bagnoles, il a un jet privé, machin, il vit dans du 5 étoiles, il va dans les îles paradisiaques, il nique comme un porc, il se drogue, il fait tout la totale. Et en fait, dans cette interview, au final, on découvre quoi? On découvre que ça mène nulle part, grosso modo, et qu'il en a un peu marre et qu'il se sent en prison également, il se sent enfermé. Ce qui fait que moi, ça me permet de... C'est intéressant parce que beaucoup de gens espèrent se réparer psychologiquement pour accéder à la vie que Dan mène, et quand on regarde la vidéo de Dan, l'interview, on comprend qu'en fait, ça mène nulle part et que c'est pas ça la solution. Et donc c'est un témoin, en plus il a 10 ans de moins que moi je crois, donc il a tout fait très rapidement. C'est l'exemple parfait en fait, le mec a coché toutes les cases, c'est l'exemple parfait de la stratégie de vie, que tout le monde pense que c'est ça qu'il faut, et en fait ça marche pas du tout. Ça mène nulle part, ça enferme encore une fois dans une prison dorée, mais ça enferme, et le mec on voit bien. D'ailleurs il annonce dans l'interview, pour ceux qui parlent anglais, il marmonne, il est très dur à comprendre, et puis il dit you know, 3000 fois dans l'interview, donc il faut être un peu calme, mais
c'est vraiment passionnant parce que c'est une expérience de vie unique qu'ils proposent. Donc c'est des leçons qu'on peut pas trouver, qu'on peut pas prendre avec son entourage ou même dans les médias traditionnels, parce que des mecs comme ça, il y en a pas beaucoup sur Terre. Mais il annonce par exemple qu'il espère dans 2 ans avoir arrêté son compte Instagram. Donc ça veut dire, alors l'argent et les gonzesses, ils expliquent que c'est un trou noir sans fin, mais que bon, il y a quand même un bénéfice à pratiquer. En revanche, il parle de la notoriété, dans laquelle il nous explique que la notoriété, le bilan est fondamentalement négatif. Et que, en fait, dans le fond, on est en train de s'apercevoir qu'il s'est un peu perdu en cours de route, comme nous tous. Et qu'il n'y a qu'une seule voie sur Terre qui paye vraiment, c'est la liberté. Et la recherche de la liberté, c'est c'est pour moi la seule voie. Donc depuis 28 mois, j'étais en carénage pour essayer de retrouver un semblant de liberté par rapport à ma prison émotionnelle qui me cassait les burnes comme tout le monde. Alors j'ai fini par trouver, vous doutez bien, et du moins trouver. J'en suis pas encore sorti, mais du moins je sais où est la prison, ce qui est déjà une immense avancée. Et donc je me suis remis au trading en octobre avec 500 000 $ sans effet de levier. J'ai pris position entre 200 et 500 000 $ sur. J'ai publié les avis d'opérer sur Objectif Eco et ailleurs. J'ai pris une position sur Nasdaq, TLT, donc le T-Bonds, le 20 ans, le marché 20 ans, la volatilité. Et l'or que je défonce, oui, mais je le traite quand même si je le défonce au niveau patrimonial. Et en plus, je pense qu'à partir de l'année prochaine, j'aurai arrêté de le défoncer. Mais je prends des positions régulièrement sur l'or, pas mal, hein, des centaines de milliers de dollars. Et donc au final, je peux vous faire défiler les avis d'opérer. Je suis très content de mon premier mois, sans prétention. Ça fait 15 000 $ de gains, quasiment que des gains non-stop. Mais c'est pas ça qui me rend heureux. Ce qui me rend heureux, c'est que j'ai plus ma merde émotionnelle qui me cassait les burnes quand je tradais. J'ai fini parce qu'en fait je me limitais encore à 2-3 000 de gains par jour. Après ça a commencé à coincer et en fait pour le jour de mon anniversaire, le 31 octobre, j'ai gagné un petit 12 000 dans la journée. Et là j'ai fait des gros gains dans le passé. Si on regarde cet Objectif Eco en 2011, je crois que mon plus gros gain c'était 71 000 €, un gain de trading sur CAC 40, je ne sais plus, un trade qui a duré une semaine, un truc comme ça. J'en ai fait un certain nombre, je dois avoir moins de une quinzaine de gains qui dépassent les 20 000 € de gains en France. Mais depuis 2-3 ans en fait, je ne parvenais pas, j'ai dû faire quelques gains sur les options, mais je n'arrivais vraiment pas, puis je vivais mal, je dormais pas, machin, ça me rendait con et tout. Ça me rendait surtout très con en fait. Le souci c'est que ces gains comme ça, importants qui déclenchaient la culpabilité haute, ça me rendait très con et j'en ai marre d'être très con quand je gagnais sur les marchés. Ça c'est vraiment, il fallait que ça s'arrête parce que après j'étais imbuvable. Donc pour la première fois de ma vie, j'ai pas honte de le dire, j'ai fait, alors c'est pas énorme, 15 000 $ pour 500 000, enfin même pas, en moyenne je sais pas combien était mon effet de levier, mais 0,50, 0,60. Mais c'est la manière dont je l'ai vécu, je suis très content parce que pour la première fois j'ai pu vivre, faire du trading sans être emmerdé par toute la partie psychologique. Ça a été juste un jeu comme ça devrait l'être et je me suis bien amusé. Ça s'est fait naturellement, en plus ça m'a pas empêché de dormir, etc. Donc en ce qui concerne le trading, je pense que ça va devenir quand même une activité au moins la moitié de mon emploi du temps. Ce que je peux dire aussi, c'est que quand on veut vivre du trading, parce qu'on voit souvent des gens qui vous disent il faut capitaliser, donc laisser les gains comme ça sur le compte et prendre de plus en plus de grosses positions. Je sais pas, moi je vais trader avec $1 million à la fin. Pour l'instant, j'ai pris des positions de 500 000 $. $1 million, ça suffit largement. 1%, quand on gagne 1%, mon objectif c'est de monter à un effet de levier de 2 ou de 3, donc idéalement j'aimerais porter des positions de 3 millions de $ à terme, donc 1% de 3 millions de $, c'est 30 000 $, donc ça suffit, il suffit d'avoir un seul gain de 1% par mois pour vivre parfaitement. Ça permet de pouvoir choisir ses trades, d'être détendu et de jamais jouer s'il y a le moindre doute en termes d'analyse sur les marchés, en termes de timing, s'il y a le moindre doute on ne joue pas, c'est ça qui est confort. Souvent les gens se demandent combien mettre pour trader et en vivre. Alors le plus c'est le mieux puisque tout simplement chaque petit écart devient tellement énorme par rapport à la vie courante que on devient à peu près libre. Moi mes frais fixes c'est toujours, ils n'ont pas varié depuis 15 ans, hein. Je fume 10 000 par mois, j'ai pas monté, je suis pas descendu ni monté en fait.
Quand le business va pas bien, je tape un peu en réserve, et puis quand ça va mieux, je stocke, mais je suis resté toujours stable. C'est toujours la même histoire, mais c'est l'expérience de Dan, encore une fois, dont je vous parlais tout à l'heure. Il faut tenir en laisse le plaisir. Ça va nulle part. Donc moi, je suis heureux en finançant ma vie avec 10 000, j'obtiens une vie qui me plaît. Donc j'ai jamais varié depuis 10-15 ans. Je démarre, je crois, en 2006. Donc on arrive en 2020, voilà, 14 ans. Par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est que les gains de trading, et franchement mes gains de trading en octobre, le marché est shopping market, donc la volatilité est extrême, il n'y a pas de tendance, ça ressemble à rien les marchés, et il suffit de pas sortir et le lendemain il n'y a plus aucun gain, donc ça tient vraiment à rien. Donc cette espèce de fragilité extrême du gain, parce qu'il n'y a pas effet momentum, il n'y a rien quoi, fait que moi je suis partisan de prendre les gains tous les mois et de les virer sur un compte bancaire, les extraire des marchés en fait. Je pense pas qu'il faille capitaliser. En plus ça met une pression vis-à-vis de l'esprit humain et c'est très important de ne pas se laisser aller. C'est comme le plaisir en fait. Il faut jamais se laisser aller vis-à-vis de son esprit, lui faire confiance. C'est pas possible. Nous sommes des humains avec une part... voilà, on est imparfait quoi, grosso modo. Et donc... j'estime qu'on ne peut pas faire confiance à soi-même, impossible. Et il faut tout le temps s'organiser pour partir du principe qu'on va couiller. Et donc le fait d'enlever les gains, parce que si on maintient les gains sur un compte, en fait on se dit j'ai de l'avance, c'est bon machin, on relâche. Et les marchés ça pardonne pas. C'est un truc militaire, il faut pas relâcher. C'est extrême comme jeu. Donc j'ai fait mon premier virement sur Interactive Brokers vers mon compte du Panama hier, samedi, et donc j'ai viré mon premier gain de trading, de nouvelle formule, pour remettre mon capital à 500 000 $, et puis c'est reparti pour un nouveau mois et on verra ce que ça donne. Donc moi je vous recommande vraiment de prendre vos gains et non pas de capitaliser. Alors évidemment je suis dans des conditions quand même assez bonnes puisque les frais de vie ne m'impactent pas, donc et j'ai un capital suffisant pour que le moindre écart fasse tout de suite 10-15 000, voilà, 20 000, et ça va aller crescendo. Donc évidemment si vous avez 50 ou 100 000, il faut prendre plus de risques, il faut faire plus d'opérations, c'est plus tendu, etc. Donc c'est pas facile, le trading c'est un jeu élitiste, il y a plein de conditions avant d'atteindre une situation optimale. Dans tous les cas, moi ma position est claire, pas de capitalisation en fait. Alors au niveau perso, après c'est pas que le pognon. Alors au niveau perso, d'ailleurs c'est dans le groupe, j'ai publié un update il y a une semaine, j'avais rien fait pendant quelques mois, parce que j'étais justement en phase de recherche et développement. Donc la phase de recherche et développement est finie en ce qui me concerne. Donc l'étape suivante, de la liberté. Alors je sais pas si ça existe. Au-delà d'être opérationnel sans avoir un prix énorme à payer pour faire à peu près ce que je veux. Putain, on est en saison des pluies, il y a du moustique même à Panama City. Donc l'étape suivante, ça va être d'expérimenter, mais enfin ça je me donne quand même plusieurs années. La matérialisation, c'est-à-dire créer. Je me demande dans quelle mesure aujourd'hui. Donc 99,99% des gens sont en prison actuellement. Ça va être plus un sujet pour le groupe de stratégie de vie pro et perso, mais il y a pas mal de gens qui me contactent. Ça commence les choses changent au niveau sociétal en France. De plus en plus de gens s'aperçoivent, je pense qu'en fait c'est lié à Internet, du fait que tout un chacun peut lire les témoignages des humains autour de lui. En fait on a fait un miroir qui commence à se démultiplier, donc tout un chacun peut comprendre que les buts qu'on est tous en train de poursuivre ne mènent nulle part, parce on finit toujours par trouver un mec qui les a poursuivis, qui en avance sur nous et puis qui est en train de nous dire que ça chie. Donc on commence tous à prendre du recul sur nos choix de vie, et c'est vraiment une période fascinante et intéressante qu'on a en ce moment. C'est richissime, on est des chanceux parce que cet internet qui est un moyen de communication nous permet de démultiplier nos courbes d'apprentissage de la vie et d'éviter de se retrouver à 70 ans sur un lit d'hôpital avec un cancer et puis comprendre qu'on a complètement foiré sa vie, qu'on s'est complètement gouré de femmes, de boulot, de tout, qu'on a tout flingué en fait. Donc on a vraiment l'opportunité aujourd'hui d'éviter cette sanction qui est pour moi maximale, qui s'appelle le karma d'ailleurs. Et donc en regardant ce que font les autres,
et en étudiant ce que font les autres, c'est quand même extraordinaire ce qu'en ce moment. Et donc les choses changent parce qu'il y a pas mal de gens, je suis contacté quand même pas mal. D'ailleurs, les clients arrivent dans le groupe stratégie de vie pro et perso, on va bientôt être 25, on l'est peut-être déjà d'ailleurs, mais il y a clairement un mouvement qui s'accélère sur la conscience de soi et des choix de vie, et on en veut plus. Donc pour l'instant, tout le monde en prison, tout le monde se rend compte que voilà, il y a une prison qui est mise en place dans la petite enfance. Alors comment dire, diminuer ou réduire au minimum l'impact de la prison, ça je sais faire. Justement, je fais un update d'1h15 il y a une semaine, après des mois et des mois, j'ai bataillé et j'en ai pris plein la gueule, mais vraiment plein la gueule. Si je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment, c'est que je me suis fait démonter la gueule. Évidemment, c'est pas gratuit de pas gratuit de s'extraire de la prison humaine, il y a un prix à payer, mais au-delà de la prison, qu'est-ce qu'il y a? Alors là, c'est un souci parce que je trouve pas de référent. Il n'y a pas grand monde qui marche au-delà de la prison. Il y a tout un tas de branleurs qui vont dans la spiritualité, mais ça, j'ai fait des tests. La solution n'est pas dans la spiritualité. Ils essayent d'écraser en fait la prison via la spiritualité, en méditant, machin, en priant, en appelant l'astral, l'hypnose, la WHK et j'en passe. Même si la WHK est un outil utile d'ailleurs pour les gens qui ont un mur, qui n'arrivent pas à franchir, mais clairement la spiritualité c'est pas la réponse. On vient sur terre dans la matière pour s'incarner, et en fait les mecs ils fuient la matière pour aller se planquer dans le spirituel. Je pense vraiment pas que ça soit la solution, je vous recommande vraiment pas. Moi j'ai fait des tests, je peux vous dire que c'est un rapport de 1 à 10, donc à chaque fois je me retrouve avec des gens dits spirituels ou qui sentent l'énergie, ils me regardent, ils me demandent si j'ai des pratiques spirituelles parce que je dégage un truc super fort comme ils ont rarement vu. Et j'ose pas leur dire qu'ils sont complètement bourrés de voix, mais que c'est pas en faisant de la spiritualité qu'on développe ce que j'ai. Mais c'est en allant justement dans la prison émotionnelle c'est là où ça se passe. Moi je peux vous le dire, pour avoir essayé les deux systèmes, j'ai appris il y a 1 mois, j'ai jamais prié, donc j'ai essayé, au bout du bout j'ai quand même essayé pour voir leur bordel. Je dis non, il y a 2 mois j'ai embauché une nana, machin, tout ça, le rapport c'est de 1 à 10. Oui, il se passe quelque chose quand on prie, mais c'est tellement faible. La lumière, voilà, le truc spirituel, oui j'ai senti des choses, mais on est très loin de ce que je suis en train de manipuler, de ce que j'ai exposé dans la voie, dans le groupe de stratégie de vie pro et perso, on est très très loin. Donc le souci c'est que pas mal de gens sont paumés dans la spiritualité en pensant que c'est la solution. Ça ne l'est pas, je le répète, c'est partiel, voilà, ça peut aider, mais je pense pas que ça soit vraiment... ça n'est d'aucune utilité en tout cas pour sortir, pour du moins réduire l'impact de la prison humaine sur Terre, dans la matière. Évidemment les mecs sont dans les temples et tout, en robe et tout, machin, ils prient tout ça toute la journée, ils chantonnent et tout. Ah ouais, mais ça c'est... Le truc c'est que sur un marché financier, je sais pas, dans du sport, du machin, des trucs, face aux nanas, ça marche pas ça. On peut prier tout ce qu'on veut, mais la vérité c'est que ça n'est d'aucune utilité dans la matière. Donc tout ce qui est astral, hypnose, toutes les théories aussi psychanalytiques, psychologiques, qui passent par du mental, ça sert pas à grand chose non plus, ça marche pas, ça on le sait. Ça détend la couille de gens qui sont paumés, mais ça ne marche pas. En tout cas, on ne se libère pas de la prison via ces outils. On s'en libère via l'émotion, en fait, via les mémoires transgénérationnelles, via le karma, via les parents introjectés. Donc tout ça, c'est un rapport avec le passé. Puis il n'y a pas d'espace-temps, quoi. Je pense que les femmes comprennent mieux ces notions que les hommes, parce que les femmes, chaque mois, se le prennent dans la gueule avec leurs règles. Elles font chier à couille, pas pour rien d'ailleurs. Mais donc du coup, une fois qu'on passe au travers de toute cette merde qui prend quand même un certain nombre de trimestres et puis qui tabasse, quoi, on arrive à la situation où je suis aujourd'hui, qui se dit bon, next. Ok, ça c'est fait. Ok, j'ai le power. Je vois tout ce que je fais. Je vois qu'en fait c'était là pour servir le boulot des mémoires. Maintenant ces mémoires, ok, je suis en contact, donc ça a plus lieu d'être. Et donc qu'est-ce que je vais branler de ma vie à 46 ans, qu'est-ce qu'il y a après? Donc je cherche aujourd'hui des référents et en fait j'en trouve pas. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ne se sont pas perdus en cours de route, qui n'ont pas été rongés les barreaux de la prison à la racine. Il faut savoir quand même on est tous constitués avec le même problème de base, c'est universel. On prend un jeton dans la gueule, quand dans la petite enfance, entre 0 et 2 ans, on est vraiment dans la lumière. Si on regarde les enfants, ils sont pas connectés en fait, ils sont pas conscients, ils sont dans la lumière, ils
on plane tous dans une lumière extraordinaire pendant 2 ans. Et puis après, j'ai envie de dire, on s'incarne dans la matière, on commence à construire une identité, et c'est le choc. Là. Ça, c'est le choc primaire. Il n'y a pas moyen de sortir de la prison sans aller revisiter le choc primaire, qui est fortement désagréable, ça je vous le rassure. Ça, il faut des burnasses pour aller là-dedans, des burnasses en titane, parce que c'est déjà sport, mais c'est pas fini, bien sûr. Il y a beaucoup d'autres réjouissances, sinon ce serait trop facile. Mais donc une fois que il y a beaucoup de gens en fait qui pataugent sur la voie, mais qui vont déjà pas jusque là. Et aujourd'hui, j'avoue que j'ai pas, enfin bon, je vais me mettre en route. J'espère que ça doit exister quand même, mais peut-être en langue anglaise tout ça. Mais au-delà du baratin qu'on trouve partout sur le net, j'arrive pas à trouver des mots. Encore une fois, on n'a que des gens qui sont déconnectés de la matière. Ça m'intéresse pas. Moi, j'ai envie de rouler comme un détraqué dans ma bagnole de sport, faire du trading, baiser des nanas. Enfin, je n'ai pas du tout envie de finir en robe comme un con, dans l'astral, en train de dire ça va, ça machin. Non, pas du tout. J'ai envie d'aller de patauger dans la nature, dans la jungle, construire des baraques et en chier. Voilà, moi j'aime bien la matière. Ça cogne, c'est dur, ça frotte et tout, mais je pense que la vie sur Terre, c'est justement de se frotter ces difficultés, et sinon personne ne viendra s'incarner sur Terre, parce qu'il y a des bénéfices à faire ça également. La vie prend de la saveur qu'on n'a pas dans le monde de l'esprit. C'est bien ça d'ailleurs ce que je leur reproche, c'est que leur vie est chiante. Les mecs là, avec Dieu, c'est un truc de casse-burne quoi. Donc j'essaye de trouver quelqu'un qui est en situation de nettoyage presque fini ou fini, mais qui s'est pas barré dans un temple, qui est reparti au charbon, castagner de la minette et du pognon, ou du sport, ou machin, ou ce qu'il veut, ou créer, après avec des bonnes intentions, parce que c'est plus l'intention qui compte. Mais pour l'instant j'ai pas de modèle, mais grosso modo je vais pas plonger à fond dans le trading et faire du pognon, parce que notre ami Dan nous montre bien que vous me foutez 8 nanas sur le toit. Même si actuellement j'en ai déjà 2 et c'est compliqué à gérer à temps plein, presque à temps plein. Donc je vais plutôt chercher, c'est un truc qui me fascine depuis 15 ans, c'est un projet que j'ai pris conscience en 2010 et c'est le projet que je vais développer à partir de 2020. Ça va être de comprendre en fait si l'homme, si vous, moi, on a le pouvoir de création, le pouvoir de matérialisation, si on est libre en fait de créer, ou si on a le droit de créer qu'en fonction du karma, donc des problématiques émotionnelles, transgénérationnelles ou de notre génération. Est-ce qu'on a la liberté de créer? C'est un truc qui va m'occuper, je pense, pendant quelques années. J'espère qu'on a le pouvoir de créer, parce que si on n'a pas le pouvoir de créer, autant se droguer, faire comme Dan, à buter de la nana, s'amuser avec des flingues et des bagnoles, parce que sinon la vie n'a pas de sens. Donc je suspecte quand même qu'ils nous ont filé au-dessus, quand on a atteint un certain clearance émotionnel, un petit pouvoir de création qui donnerait quand même une nouvelle saveur, une nouvelle direction à la vie. Bref, donc voilà les projets pour les 10 mois à venir ou 12 mois à venir, sachant qu'après je pense sincèrement qu'en 2021-2022 l'Europe ne va pas couper à son destin, et que là il va falloir quand même être très concentré. Ça va être très sport, ça va être chaud patate, mais bon, j'ai la prétention de penser que cette crise là c'est la mienne, et que j'ai vu toute ma vie des gens profiter des crises et moi comme un con sur le côté sans rien comprendre. J'ai la prétention de penser que celle qui arrive ce sera la mienne, celle avec laquelle je vais pouvoir surfer et m'amuser, même si ça sera au détriment de dizaines ou de centaines de millions de gens qui vont souffrir. C'est la vie. J'en ai aussi bien chié en aval, en amont, pour arriver à pouvoir profiter. J'y ai consacré plus de 10 ans, donc voilà, je pense que 2020 je vais m'occuper de cette création. 2021-2022 ça va être la bataille économique et financière mondiale, ça va être la guerre. Voilà le futur horizon 3 ans. Je vous dis à bientôt.